Tout d'abord, bonjour aux amis québécois. Je voudrais faire quelques remarques très générales sur la présence canadienne en Afghanistan et ce qu'on appelle la guerre à la terreur. La première remarque à faire, c'est que cette présence viole deux principes de la diplomatie traditionnelle et de la politique étrangère traditionnelle. Ce que je vais dire ici n'a rien de particulièrement gauchiste ou de particulièrement radical. Et vous pouvez partager ces idées avec vos amis les plus conservateurs. La première règle, c'est que le rôle d'une armée, c'est de défendre le territoire national quand il est menacé. Or, clairement, l'Afghanistan ne menace pas le Canada. L'autre rôle d'une armée, c'est peut-être de défendre les intérêts vitaux d'un pays quand ils sont menacés à l'étranger, ce qui est une notion beaucoup plus discutable, mais que j'accepterai comme telle. Simplement, aujourd'hui en Afghanistan, les intérêts vitaux du Canada ne sont pas non plus mis en danger. Le deuxième principe classique de la diplomatie qui est violé par la présence canadienne en Afghanistan, c'est de ne pas s'engager dans des conflits qu'on ne contrôle pas. Or, dans le conflit en présence, le Canada est manifestement incapable de contrôler l'Afghanistan, d'imposer un gouvernement en Afghanistan. Les seules personnes qui croient en être capables, ce sont les Américains, les États-Unis. Et le Canada fonctionne simplement, comme les autres pays de l'OTAN, comme supplétif de l'armée américaine en Afghanistan et, dans certains cas, en Irak. Mais c'est eux, c'est les États-Unis, qui décident ce qu'il faut faire, et s'ils font des erreurs, les Canadiens en subiront des conséquences, mais ils ne peuvent pas empêcher les Américains de faire ces erreurs, ils n'ont aucun moyen de contrôler ce que font les Américains. Et donc ça, ce sont deux principes traditionnels de la politique qui sont violés par cette intervention. À cela, évidemment, les partisans de l'intervention vous répondent avec ce que j'appelle l'impérialisme humanitaire. C'est-à-dire, ils vous disent, oui, mais le rôle des armées modernes, des armées contemporaines, ce n'est pas simplement de protéger le territoire national ou les intérêts nationaux, c'est d'aller dans des pays lointains, dans les pays du tiers-monde en général, imposer la démocratie, protéger les droits de l'homme, protéger les droits des femmes dans le cas de l'Afghanistan, protéger le cas des minorités, soit les minorités kosovares en Serbie ou des Kurdes en Irak, etc. Et donc, il y a toujours des raisons humanitaires qui justifieraient les guerres modernes. Un représentant de cette façon de penser au Canada, c'est par exemple Michael Ignatieff, que vous connaissez sans doute très bien. Mais vous avez des gens, des idéologues de ce genre en France, aux États-Unis, etc. C'est d'une certaine façon le discours dominant aujourd'hui. La première remarque très générale qu'on peut faire par opposition à cette notion d'impérialisme humanitaire, c'est que si vous êtes généreux et que vous avez de l'argent à dépenser pour le bien de l'humanité, il y a probablement toujours moyen de le dépenser d'une certaine façon, quelque part, autrement qu'en faisant la guerre. Il y a tellement de besoins dans le monde, il y a tellement de problèmes, pensons même au réchauffement global, pensons aux crises écologiques, etc. Il y a tellement de problèmes pour lesquels on nous dit qu'il n'y a pas d'argent, ça coûterait trop cher, etc., alors que des milliards sont trouvés pour les guerres. Ça, c'est une première remarque très générale. L'autre remarque, c'est que si l'idéologie de l'impérialisme humanitaire est nouvelle, l'idée générale que les guerres poursuivent des buts nobles n'est pas nouvelle. Si vous étudiez toute l'histoire depuis des siècles, vous verrez que chaque fois qu'il y a une guerre, c'est pour libérer les peuples, c'est pour préserver la paix, c'est pour ceci, pour cela. Il y a toujours des buts nobles dans toutes les guerres et dans tous les camps. Et donc, il faut toujours accueillir ce genre de buts nobles avec un certain scepticisme. Et dans le cas des guerres actuelles, l'autre pendant, si vous voulez, de l'idéologie dominante, c'est un certain récit à propos de la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale a été faite parce que Hitler voulait tuer les Juifs, on est intervenu trop tard pour sauver les Juifs, et on doit maintenant agir préventivement pour protéger ceux qui les remplacent, mettons les femmes en Afghanistan, ou les minorités en Irak, etc., ou s'attaquer à l'Iran demain, etc. Et donc c'est toujours l'idée qu'on doit ne pas faire ce qu'ont fait les pacifistes soi-disant avant la guerre, ne pas faire les erreurs de Munich, de Chamberlain, nous devons attaquer préventivement, nous devons toujours faire des guerres préventives. Et ça, c'est le cadre idéologique général, de nouveau, dans lequel ces guerres sont vendues. Et ce discours a un effet très fort contre, à l'intérieur de la population, en particulier dans l'opinion qu'on pourrait appeler progressiste ou de gauche,
Parce que c'est à cette partie de l'opinion que le discours est destiné. Le discours traditionnel sur le rôle traditionnel de la diplomatie et le rôle des armées passe maintenant pour un discours de droite, alors qu'il mènerait à une non-intervention. Et c'est souvent un discours qui est considéré comme de gauche, libérer les peuples de la dictature, etc., qui légitime les guerres. Donc c'est important de démonter ce discours. Et pour ce qui est de la Deuxième Guerre mondiale, on nous fait toujours le coup de l'analogie des nouveaux fascistes, etc., etc., mais il y a des tas d'objections qu'on peut faire. Il y en a une qui me vient à l'esprit, c'est que qu'aurait-on dit si, en 1949, en 1950, les troupes russes et américaines étaient incapables de contrôler Francfort, Hambourg ou Dresde? Or, c'est exactement l'analogue de ce qui se passe aujourd'hui en Afghanistan, en Irak, où les troupes d'occupation, des années après la soi-disant victoire, le soi-disant renversement du gouvernement qui est le nouveau fasciste, etc., sont incapables de contrôler le pays. Ils sont incapables de contrôler les grandes villes et les régions importantes du pays. Et donc, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé dans la Deuxième Guerre mondiale. Dans la Deuxième Guerre mondiale, il y avait un objectif précis, qui était la défaite de l'Allemagne nazie et de ses alliés. Cet objectif était atteignable, et quand il a été atteint, c'était fini. Pas un seul coup de feu, pratiquement, n'a été tiré contre les troupes d'occupation dans les pays comme l'Allemagne ou l'Italie, et certainement aucun dans les pays qui ont été réellement libérés, comme la France, la Belgique, etc. Et donc la situation est totalement différente aujourd'hui de la situation pendant la Deuxième Guerre mondiale. Dans la guerre à la terreur, les partisans de cette guerre n'ont jamais la bonté de nous dire quels sont les objectifs. Quand peut-on considérer qu'il y a une victoire? Est-ce que la victoire, ce sera quand il n'y aura plus d'attentats terroristes dans le monde entier? Si c'est le cas, on est parti pour une guerre de 100 ans. Est-ce que la victoire sera quand il y aura des élections démocratiques dans tous les pays du Moyen-Orient? Mais quand il y en a, et qui votent par exemple pour le Hamas comme en Palestine, personne ne conteste que les élections soient démocratiques, mais on conteste le résultat et on punit les Palestiniens. Alors je suppose que ce qu'ils appellent élections démocratiques, c'est élections qui mènent à la victoire de gouvernements pro-occidentaux, et tant qu'on y est pro-israéliens. Si on veut que des élections démocratiques mènent à des élections, à des résultats de maintenant des gouvernements pro-israéliens au Moyen-Orient, on est de nouveau parti pour une guerre de 100 ans, si pas plus. Donc, personne ne nous dit quels sont les objectifs atteignables de cette guerre quand on considérera qu'elle sera terminée, et on est dans une guerre sans fin. Et en fait, à mon avis, c'est une guerre qu'il ne faut pas penser sous le terme de la Deuxième Guerre mondiale, ni même de la Première, mais qui s'inscrit dans la longue durée d'une histoire multiséculaire, qui est celle de l'impérialisme et du colonialisme occidental. Et cette guerre est peut-être en train de s'achever en Irak et en Afghanistan, parce que les pays occidentaux sont pour le moment en train de perdre dans ces pays. Ils n'ont pas les moyens de contrôler les pays, ils n'ont pas les moyens de rester là. Et je pense que les populations dans nos pays doivent avant tout dire à leur gouvernement: nous ne sommes pas prêts à continuer cette politique, nous voulons un changement radical dans les rapports nord-sud, nous voulons un changement complet dans les rapports, nous ne voulons plus occuper ces pays, faire la guerre, etc. Dans ces pays. Si on regarde l'histoire du XXe siècle, l'histoire du XXe siècle a été dominée par un phénomène dont on ne parle jamais dans les discours sur les nouveaux Hitler, etc., mais qui me paraît essentiel dans l'histoire du XXe siècle, c'est l'histoire de la décolonisation. Il y a plus d'un siècle, les Anglais pouvaient interdire l'accès d'un parc à Shanghai à ce qu'ils appelaient les chiens et les Chinois. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce genre de provocation n'est plus de mise aujourd'hui. La Chine, le Vietnam, l'Inde, l'Afrique, l'Amérique latine dans le temps ont été décolonisés. Et ils deviennent d'une certaine façon, contrairement à ce qu'on pense souvent, de plus en plus autonomes par rapport à l'Occident. Et l'Occident doit s'adapter à cette réalité. Et la population occidentale doit dire à la fois aux idéologues de l'impérialisme humanitaire et à leur gouvernement qu'ils ne sont plus prêts à payer le prix et à commettre les crimes que l'occupation, l'ingérence, la domination, le colonialisme et l'impérialisme requièrent. Je vous remercie. Au revoir.